Bon, nous allons débuter. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait l'effort de venir ce soir in vivo pour écouter cette conférence sur les lymphocytes natural killers en oncohématologie. Donc on a l'honneur et la chance de recevoir deux grands chercheurs, et dont un médecin qui travaille pour Michel Duval au CHU Sainte-Justine à Montréal et qui est affilié à l'Université de Montréal pour ta recherche, Michel. Enfin, tu expliqueras. Donc, Michel Duval qui va nous parler des lymphocytes NK. Une tueuse avertie en vaut plusieurs. Donc, un changement de titre. Naturellement tueuse, un talent à cultiver. Voilà pour Michel qui débutera donc cette conférence des mardis de l'Oncopole. Puis on écoutera, donc on pourra poser des questions à l'issue du topo de Michel, que ce soit en virtuel ou dans la salle, dans l'amphithéâtre. Et puis ensuite on écoutera le docteur Ludovic Martinet, qui travaille au CRCT, au Centre de recherche et de cancérologie de Toulouse, donc à côté de l'Oncopole, et qui nous présentera Understanding Myeloma Associated Natural Killer Cell Dysfunction, donc les dysfonctionnements des cellules NK dans le myélome. Donc je vous souhaite une excellente conférence. Michel, si tu veux commencer. Et à l'issue du topo de Ludovic, évidemment, on aura aussi un temps de questions-réponses. Merci. Merci beaucoup. Alors c'est comme ça. Cool. Bonjour, j'ai oublié de mettre mon nom, alors je vais me présenter, Michel Duval. Je suis un peu plein de choses, un couteau suisse, des gens disent. Je suis pédiatre, je suis hématologue, oncologue, ça c'est ma partie clinique. En recherche, je suis plutôt un immunologiste. Et puis les gens qui m'ont vu dans les jours derniers me connaissent sous un autre angle qui est plus l'intérêt de, le partenariat avec les patients, les familles et la société en général, non seulement dans la clinique et l'organisation, mais aussi dans la recherche, y compris dans la recherche fondamentale. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés de discuter de ça après, ça me fera plus que plaisir. Donc je travaille à Montréal, au Québec. Pour ceux qui s'étonnent que je n'ai pas l'accent, je suis arrivé là-bas il y a un peu moins de 25 ans. Donc j'ai gardé l'accent français, surtout quand je suis en France. Et je travaille en effet au centre de recherche du CHU Sainte-Justine, plus exactement au centre de recherche en cancérologie Charles Bruno. Et je fais essentiellement de l'immunologie innée. C'est une partie de mon activité, mais heureusement, pour ma fin de carrière, ça va devenir, j'espère, la partie la plus importante. Donc, Natural Killer. Ah oui, avant, bien sûr, Financial Disclosure. J'ai aucun conflit d'intérêt financier à déclarer. Par contre, j'ai une dette à déclarer, une dette envers tous ceux qui m'ont accompagné, qui ont passé un bout de parcours avec moi, ou tout le parcours pour certains d'entre eux, un bout de parcours avec moi dans le laboratoire, dans l'unité de recherche clinique, dans le groupe qu'on avait créé, puis qui a vraiment nous a permis de faire décoller la recherche autour de l'immunologie de la leucémie, et puis aussi les patients et leurs familles qui sont non seulement une motivation, mais je vais essayer de vous le montrer en passant aussi parfois une source d'inspiration. Et puis tous les gens qui m'ont donné de l'argent, m'ont donné un petit peu chacun, ce qui à la fin a fait beaucoup. Donc merci à tout ce monde-là qui sont pour beaucoup devenus des amis au fil du temps. La cellule NK, on a un autre spécialiste aujourd'hui dans la salle, Ludovic Martinet, qui est probablement meilleur spécialiste que moi de la cellule NK elle-même. La cellule NK, c'est une des deux cellules tueuses de l'immunité, l'autre étant les cellules T. Souvent, les cellules NK sont vues un petit peu comme les rustaudes, celles qui tuent sans discernement. La grande cellule de l'immunité, c'est la cellule T, qui est un peu l'aristocrate, qui est capable de détruire avec précision un antigène donné, enfin une cellule qui porte un antigène donné, et qui est en plus capable de mémoire, alors que classiquement, les cellules NK sont toujours présentées comme un peu capables de tuer sans grand discernement. Et puis, sont un petit peu les ploucs de l'immunité, mais j'espère qu'après avoir écouté Ludovic et moi, on va vous faire changer d'avis et vous allez reconsidérer, pour ceux qui ont ces schémas-là dans la tête, vous allez reconsidérer votre
jugement des cellules NK. Donc les cellules NK, voilà une très classique avec ces granules cytotoxiques prêtes à sortir. Donc une cellule qui fabrique beaucoup de protéines et puis ces protéines étant beaucoup dirigées vers la cytotoxicité. Le couteau suisse, c'est pas pour rien que je vous en parlais, parce que beaucoup de gens disent que la cellule NK, c'est le couteau suisse de l'immunité. Là où le lymphocyte T, on parlait d'aristocrate tout à l'heure, a une grande épée, puis il ne sait faire qu'une seule chose, c'est-à-dire trouver son antigène et puis détruire les cellules qui sont dessus. Les cellules NK, elles, portent à leur surface un très grand nombre, je caricature évidemment, parce que c'est moins simple que ça, le T, mais les cellules NK portent à leur surface un très très grand nombre de molécules. Certaines sont des inhibiteurs, ce sont des récepteurs qui, quand ils rencontrent leur ligand sur la cellule en face, inhibent l'activation des NK. Un grand nombre sont des récepteurs activateurs qui, quand ils rencontrent leur ligand sur la cellule en face, vont augmenter le niveau d'activation de la NK, ce qui fait que quand la somme des influx activateurs dépasse la somme des influx inhibiteurs, la cellule s'active. Les récepteurs activateurs reconnaissent, pour simplifier sur les cellules qui sont en face d'elles, reconnaissent des molécules de stress. Donc une cellule NK, c'est pas capable de reconnaître quelque chose de spécifique en effet, mais c'est quand même capable de reconnaître, c'est fait pour, ou disons plutôt ça a évolué sous cette pression de sélection-là, c'est fait pour reconnaître des cellules qui sont stressées. Et on va revenir là-dessus. Et puis enfin, un grand nombre de récepteurs aux cytokines qui peuvent moduler beaucoup de choses et qui peuvent moduler notamment deux choses. La quantité de matériel cytotoxique à l'intérieur de la cellule, donc la capacité, la force de frappe, on va dire, de la cellule NK, puis ils sont capables de moduler également le trigger, la gâchette, c'est-à-dire le seuil au-dessus duquel, quand les influx activateurs dépassent les influx inhibiteurs, la cellule s'active. Donc, c'est un schéma que Ludovic connaît pour l'avoir fait. Donc, on reprend ici. Si vous avez à droite en rouge tous ces récepteurs, ou un peu différents de ceux tout à l'heure, mais il y en a tellement que personne ne les reprend tous ces récepteurs capables de reconnaître à la surface de la cellule en face des molécules de stress, et puis en bleu à gauche, au contraire, des récepteurs qui sont capables d'inhiber et puis qui gardent la cellule NK bien calme quand il faut. Une autre façon de le voir ici, il y en a une que je voudrais que vous regardiez particulièrement à droite, c'est TRAIL, c'est-à-dire par exemple, voilà un récepteur activateur, TRAIL, qui quand il reconnaît TRAILR1 ou TRAILR2 sur la cellule en face, va pousser la cellule NK vers l'activation. Par contre, si vous regardez NKG2A, par exemple, ou les KIR, ceux qui sont rouges à droite, vous voyez que eux, quand ils vont reconnaître respectivement HLA-E ou d'autres HLA pour les KIR, ils vont pousser la cellule NK vers l'inhibition. Et évidemment, en général, la somme totale fait que la NK est inhibée puis ne s'active pas. Donc, comme vous avez vu, ce côté couteau suisse, il y a une grande redondance en termes de tous les mécanismes qui conduisent à l'activation de la NK. Il n'y a pas juste le TCR, un peu comme dans les cellules T, mais il y a énormément de redondance, énormément d'influx différents qui conduisent au résultat final. Et ce résultat final, cette activation, elle aussi, elle est très redondante. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies de cytotoxicité par lesquelles une NK peut réussir à détruire la cellule cancéreuse en face. Évidemment, il y a le relargage de granules cytotoxiques que vous avez en haut avec granzyme et perforine. Il y a également TRAIL qui non seulement, comme on l'a vu tout à l'heure, est un récepteur activateur, mais est aussi un signal de mort pour la cellule en face qui déclenche la cascade de l'apoptose, enfin les deux cascades de l'apoptose, directe et mitochondriale. Il y a également la possibilité de faire de l'ADCC grâce à un anticorps qui peut reconnaître CD16, qui est le récepteur FcMAR3 sur les NK. Puis il y a aussi la sécrétion de différentes cytokines qui peuvent entraîner la mort cellulaire en face. Donc il y a toute une redondance des mécanismes d'action. Et on aime bien ça, nous autres, les immunologistes, maintenant, parce qu'on a tous connu ces patients qui arrivent avec une leucémie CD19 et CD22+, à qui on donne des CAR-T, qui ressortent avec une leucémie CD19 négative, à qui on donne de l'inotuzumab, puis qui ressortent avec une leucémie aiguë qui est CD19 négative et CD22 négative. J'en ai un encore. On a un parent comme ça, j'en ai encore un le mois dernier. Donc cette redondance, à la fois dans ce qui est reconnu sur la cellule cible et
dans la façon de la tuer, c'est plutôt une bonne chose, en tout cas, vu de ceux qui, comme Ludovic et moi, aimons les NK. Et moi, je suis aussi un greffeur de moelle, j'ai oublié de dire ça en commençant. Et donc, mon immunothérapie, moi, je la conçois surtout à ce moment-là, parce que c'est un moment de la clinique que je connais bien. Et je suis particulièrement intéressé par les NK, puisque les NK, on va le revoir, sont porteurs d'un effet antileucémique du greffon. Vous savez que la greffe de moelle, c'est une immunothérapie. Ça fonctionne en deux temps. Il y a le conditionnement de la greffe qui permet de détruire parfois, diminuer toujours ou presque toujours la charge leucémique. Puis ensuite, le système immunitaire du greffon, qui vient du greffon médulaire, ou de cellules souches, ou de sang de cordon, va reconstituer un système immunitaire dont les premières cellules sont les cellules NK. Et ce système immunitaire a un effet antileucémique. Et les NK participent, il y a beaucoup de données là-dessus, participent à l'effet antileucémique du greffon, tandis que les cellules T, tout aristocrate qu'elles soient, elles participent non seulement à l'effet antileucémique du greffon, mais également à la complication majeure de la greffe de moelle, qui est la maladie du greffon contre l'hôte. Donc encore 2 raisons supplémentaires pour aimer les NK. C'est les premières qui reconstituent quand il y a peu de leucémie à bord, alors que les cellules T vont mettre parfois 3 à 6 mois pour vraiment reconstituer. Les NK reconstituent très vite, en 1 mois, 2 mois. Et deuxièmement, elles n'induisent pas, voire même dans certains modèles, elles diminuent la fréquence de la maladie du greffon contre l'hôte. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment activer les NK sans activer les T. Et puis au milieu de toutes les preuves qu'il peut y avoir un effet antileucémique du greffon, voilà une étude qui a été publiée par Eurocord, si mes souvenirs sont bons. Donc après greffe de sang de cordon, il y a une courbe, vous avez une courbe de survie sans récidive, de leucémie aiguë myéloïde à gauche, qui montre en haut, vous avez la survie quand il y a un mismatch au niveau KIR et donc les cellules NK sont désinhibées, ne sont plus bloquées par le flux inhibiteur du receveur. Et en bas, vous avez quand ces cellules NK ne sont pas désinhibées. Donc quand il y a une désinhibition des cellules NK, il y a une bien meilleure survie, c'est clair et net pour les LANL et c'était reproduit dans de nombreux modèles. Et la LAL, j'aime bien cette étude-là parce qu'elle est assez typique. Soit on trouve rien, soit on trouve quelque chose qui est limite de significativité, mais quand on regarde étude après étude, on sent qu'il y a un petit truc là quand même. Donc nous, on s'est beaucoup intéressé à la LAL parce qu'on s'est dit si ce qu'on arrive à faire des choses sur les LAL sera plus convaincant que les LANL où c'est déjà connu. Et puis notre histoire à nous, elle commence il y a un certain temps quand il y avait un jeune étudiant au doctorat dans notre labo, enfin dans le labo qu'on a monté ensemble, en fait Jean-Hugues et moi. Lui comme étudiant au doctorat, moi comme jeune chercheur. Ça fonctionnait plus en duo qu'en hiérarchie. Donc on regardait le sang de cordon et on voulait regarder les NK du sang de cordon parce qu'à l'époque on se demandait si les NK qui reconstituaient venaient des NK ou des cellules souches et puis on voulait savoir ce qui se passait au niveau des NK du sang de cordon. Et pour résumer, ce que Jean-Hugues avait montré, c'était que les NK du sang de cordon, elles étaient très ramollies, très peu réactives, mais que par contre, dès qu'on leur mettait une pichenette de cytokine, quelle que soit la cytokine, y compris l'interféron alpha, elles récupéraient un potentiel cytotoxique majeur. Donc c'était comme si elles étaient un peu ramollies pour une raison qu'on ne comprenait pas à l'époque. Et puis, fort de ces choses-là, c'est-à-dire de voir que l'interféron permettait de récupérer une activité NK après une greffe de sang de cordon, on a eu, donc ça fait maintenant 19 ans, on a eu un patient qui avait une leucémie qui s'appelle Luca, et puis qui aime bien que je cite son nom pour ceux qui s'interrogeraient sur le fait si j'ai demandé son avis. Donc un jeune homme qui avait une leucémie aiguë myéloïde avec une inversion du 16. À cette époque, on n'avait pas la cytogénétique la génétique plutôt aussi précise que maintenant, et qu'on a greffé avec un qui a rechuté. Et donc, avant la greffe, vous le voyez là, blood et en dessous il y a marqué marrow. Donc vous avez 2 lignes. La maladie résiduelle par PCR était positive dans le sang et dans la moelle. On lui a fait sa greffe et dans la moelle, à jour 60, on avait encore
de la maladie résiduelle positive. Donc on a baissé très vite la cyclosporine et on sait que dans ces situations-là, on arrive à récupérer un certain nombre de patients. Et puis on était bien content puisque 3 mois post-greffe, dans le sang et dans la moelle, la PCR s'était négativée. Et puis quelques semaines plus tard, un nouveau positif dans le sang, un nouveau positif dans la moelle. Puis moi, là, j'avais, à cette époque-là, on parle de 2005, j'avais donc ces données de laboratoire qui montraient que peut-être que l'interféron, ça pourrait peut-être faire quelque chose. L'interféron était disponible, mais il n'y avait aucun essai clinique ouvert. Donc après avoir beaucoup hésité, y compris juste avant d'en parler à la famille, j'ai fini par dire à la famille, on a ces données de laboratoire. Les alternatives, c'était d'attendre en se disant peut-être c'est un faux positif, parce qu'on sait que dans la version du 16, ça peut positiver, négativer, mais c'était un peu bizarre parce que le signal était vraiment très fort, puis ça bougeait vraiment avec l'immunosuppression. Donc attendre qu'il rechute, puis aller une deuxième greffe chez un patient qui avait déjà des problèmes cardiaques à l'époque, ou bien aller une deuxième greffe, mais c'était quand même lourd avec ça, ou bien tenter de l'interféron alpha. Puis de fait, on l'a mis sous interféron alpha sous-cutané, puis il a négativé sa PCR dans le sang, dans la moelle. Et puis, on a continué 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que, pourquoi pas 2 ans? C'était assez bien toléré. Et au bout des 2 ans, on a arrêté l'interféron. Et maintenant, Lucas a 29 ans. Et il va super bien. Je vous avoue qu'on l'a refait pour une douzaine de patients depuis. Et on n'a pas eu de résultats aussi spectaculaires. Globalement, à peu près la moitié des patients, en train de le reprendre, mais dans mon souvenir, la moitié des patients, il ne s'est pas passé grand-chose. L'autre moitié des patients, on a eu un contrôle temporaire. On a eu 2 patients, donc Lucas, et puis une autre jeune fille qui a eu vraiment un contrôle de très longue durée. La jeune fille, elle a rechuté 7 ans après la greffe. Et elle a rechuté de façon très bizarre, une leucémie myéloïde, enfin un chlorome du sein. Donc on a l'impression qu'il s'est très probablement passé quelque chose pour ces 2 patients-là, peut-être pour d'autres, on ne sait pas. En tout cas, on est loin des résultats faramineux qui ont été publiés par les équipes chinoises. Donc vous avez une douzaine de papiers qui font exactement ça, l'interféron alpha préemptif post-greffe pour les PCR positives ou les maladies résiduelles par cytométrie positive post-greffe, et qui montrent sur une cohorte de 250 patients. Vous avez ici la survie sans récidive. Celle en bleu, c'est les patients qui étaient positifs, dont la maladie résiduelle était positive en génétique, enfin en PCR, et pas en cytométrie. Et l'autre, c'est celle qui était positive en cytométrie. Nous, dans notre série, où on avait mis en place, justement, suite à ça, un suivi très sérié, très fréquent de la moelle, tous nos patients qui ont repositivé la PCR et la maladie et la cytométrie ont tous fini par rechuter. Donc on n'a pas ces résultats faramineux, mais bon, il y a ça. Je ne sais pas comment les interpréter. Il n'y a pas tout dans les papiers qui nous permettraient d'interpréter, mais je pense que chez eux, il se passe quelque chose. Et puis, exactement dans ces mêmes années 2005 où Jean-Hugues publiait que le sang de cordon était ramollo et qu'on ne comprenait pas pourquoi, il y a eu la découverte de ces cellules dont on parle moins maintenant, qui s'appellent les plasmacytoïdes dendritiques. Dendritique, c'est vraiment, à mon avis, un mauvais nom. C'est des cellules essentiellement plasmacytoïdes, comme vous voyez ici, excusez-moi, donc à gauche, à droite plutôt, des cellules, à gauche, à droite, partout, des cellules bien rondes, pas vraiment dendritiques, des cellules qui surtout produisent des cytokines. Et ce sont les principaux activateurs des cellules NK, ce sont les activateurs physiologiques des cellules NK, que les gens appelaient les sentinelles de l'immunité, parce que ce qu'ils sont capables de faire, c'est de reconnaître la présence d'acide nucléique viral dans l'environnement par des récepteurs qui s'appellent TLR 7 et 9 et qui déclenchent leur activation. Puis cette activation conduit à la sécrétion de cytokines qui activent les NK. Donc quand une NK travaille, en général, elle travaille contre un virus et donc elle travaille après avoir été avertie de la présence de ce virus, de fait, enfin en tout cas après avoir été avisée, on va dire, par ces sentinelles qu'il y a quelque chose à faire. Et donc on a pris ces PDC et puis en fait l'idée c'était l'interféron alpha, ça marche un peu, on va essayer de faire mieux. Et comme ces PDC ont d'abord, quand on s'était découvert, porté le nom de interféron alpha producing cells, on s'est vraiment intéressé à elles. Puis on a regardé qu'est-ce que ça faisait quand on mettait des cellules à PDC activées sur des NK. Et il y a un profil très très particulier. Elle surexprime CD69 comme un peu dans toutes les activations. Là, vous avez différentes activations. Il y a IL-15, interféron alpha et puis les PDC. Mais les 2 grosses particularités, c'est
une expression majeure, massive de trail sur la cellule NK et une sécrétion très importante d'interféron gamma, plus que vous pouvez obtenir par n'importe quel autre moyen d'activer les NK. Et la question que c'était Martine que vous avez vu avant. Martin, ils étaient tous les deux, Martine et Martin, qui étaient tous les deux étudiants à la maîtrise. Et Martin, lui, la question qui nous a aidé à répondre, c'est on s'est demandé si ça fonctionnait aussi sur les cellules de LAL. Parce qu'à l'époque, là on est en 2010, tout le monde disait que le leucémie lymphoblastique, c'est insensible au NK. Donc on a regardé diverses lignées, en voici 3 ici, puis maintenant on en est à une douzaine de lignées qu'on a regardées. Ça donne à peu près toujours la même chose. Il y a une augmentation, puis quand on la compare aux chiffres obtenus avec de l'interféron alpha, on voit que cette augmentation est beaucoup plus importante. Et puis il retrouvait évidemment ce que Martine avait découvert aussi, c'était que la caractéristique, c'était la très grosse production d'interféron gamma et la surécrétion de trail. Donc, pour simplifier un peu ce qu'est la vie d'une NK, alors il y a beaucoup de données là-dessus, mais en simplifiant à peu près ce sur quoi tout le monde est d'accord actuellement, c'est qu'une NK, quand elle sort de la moelle, elle s'expand d'abord, pour en donner plusieurs. Ça, c'est conduit par toute une bande de cytokines, dont on va dire, pour simplifier, la principale est l'IL-15. Et ces cellules qui s'expandent ont comme marqueur pendant et à la fin de cette expansion NKG2A. Et ça permet à les désactiver de manière à ce qu'elles ne fassent pas d'auto-immunité, parce que NKG2A va reconnaître HLA-E sur toutes les cellules cibles. Ensuite, une fois qu'elles sont expandues, elles passent par une phase d'éducation qui est drivée par le contact avec le soi normal, et les récepteurs inhibiteurs majeurs shift depuis NKG2A et ils deviennent des KIR qui sont plus patient dépendant que NKG2A qui est plus général. Ensuite, elle passe par une étape de maturation où la grande cytokine c'est l'IL-21 et le marqueur de cette maturation réussi c'est CD57. Puis ensuite, quand elle rencontre une cible, eh bien elle s'active ou pas. Mais si elle s'active, elles font la job, elles détruisent la cible ou pas. Et puis là, elles disparaissent du jeu. Sauf si cette cible est une cellule infectée par ce MV, auquel cas elles restent dans le jeu. On les appelle mémoire, on les appelle adaptives, on les appelle, mais en tout cas. Et elles portent NKG2C. Mais apparemment, il n'y a que CMV, puis quelques autres modèles, mais qui sont un peu tirés par les cheveux, mais il semble qu'il n'y a que CMV qui donne ça. Donc ça, c'est la vue classique. Nous, la vue ce que ça montrait, tout le monde le savait, là, mais personne ne le dit, c'est qu'en fait, entre l'étape de maturation et l'étape d'activation, pour que l'activation se fasse, c'est préférable qu'elle soit passée par une étape d'information. Cette information est donnée par les PDC, avec comme cytokine majeure, comme driver majeur, les interférons de type 1 et de type 3, et le marqueur d'une information réussie, c'est trail. Et quand on retire cette information, en 3-4 jours, elles reviennent à leur niveau de base. C'est ça. Donc on a des données, je ne vous montre pas parce que pour raison de temps, mais qui montrent que ces cellules NK, ce qu'elles vont faire quand elles reçoivent cette information des PDC, elles vont premièrement augmenter l'expression des molécules de surface activatrices. Deuxièmement, diminuer l'expression des molécules de surface inhibitrices. Donc elles vont diminuer, tout ça, ça diminue le seuil de déclenchement de l'activation d'un côté. Et d'autre côté, elles vont augmenter leur quantité de granzymes, de toute la machinerie cytotoxique, tout bord, tout côté, là, aussi bien cytotoxique, granzymes perforing que interféron gamma, TNF et compagnie. Donc ça les rend plus puissantes et ça les rend aussi plus faciles à déclencher. Et pour votre information, ça n'existe pas dans le cancer. Parce que certes, les cellules NK, là, on parle d'en les utiliser contre le cancer, mais ce n'est pas un système qui a évolué sous la pression évolutive du cancer. C'est un système qui a évolué sous la pression évolutive des infections. Il y a 50 ans, personne ne mourait de cancer. On mourait d'infection, on mourir de cancer. Donc, si les NK réussissent à détruire les cellules de cancer, c'est juste par chance, enfin par le fait que les cellules de cancer expriment des molécules de stress, tout comme des cellules infectées par les virus les expriment. Mais par contre,
quand une cellule NK rencontre une cellule de cancer, elle n'a pas été avisée, elle n'a pas été informée, elle n'a pas rencontré de PDC. Donc c'est là, à ce moment-là, quand on a compris ça, qu'on s'est dit qu'on allait orienter le travail du laboratoire vers ça, c'est-à-dire vers offrir aux cellules NK l'information qui leur manque pour détruire le cancer. Et pas simplement l'information par une ou deux cytokines, mais l'information par leurs activateurs naturels. Donc la première idée, comme encore une fois je suis un greffeur de moelle, c'est de se dire on va activer en mettant des activateurs de PDC après greffe, puis ils vont faire la job. Puis il y avait plein de données dans la littérature qui montraient que meilleure est la reconstitution PDC, plus on a de chances de survie après greffe. Puis Émilie Charrier, qui était étudiante au doctorat dans le labo, a montré que après greffe de moelle, il n'y en a pas des PDC pendant 1 an. Puis après greffe de cordon, il y en a, mais elles sont complètement hypofonctionnelles, incapables de produire l'interféron alpha. Donc la première idée, activer les PDC post-greffe, exit, il n'y a pas de PDC, ou s'il y en a, elles ne sont pas fonctionnelles. Et c'est là que Sabine, dans le laboratoire, a monté ce truc assez génial, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, elle est capable, à partir de cellules, de progéniteurs de sang de cordon, d'obtenir des cellules qui, comme vous le voyez sur les images de fax à droite, gauche, ont toutes les apparences des PDC. Surtout, elles ont la caractéristique principale au milieu de produire de l'interféron alpha en quantité majeure quand elles sont activées. Donc elles ressemblent vraiment à des PDC. Et quand on les regarde à l'œil, parce que des fois il faut regarder ces cellules à l'œil, vous avez en haut à droite la première photo que je vous avais montrée de PDC. Je pense que c'était la photo de l'article Princeps qui décrivait les PDC. Et puis vous voyez nos cellules, elles ont peut-être un peu plus de vacuoles, mais elles ressemblent quand même beaucoup. Alors si je vous ai en zoom, ça la photo, c'est mon fond d'écran. Et on les a regardés en single cell. Et ce qui est intéressant en single cell, c'est que vous voyez jusqu'à de BCDC-A2 jusqu'à E2. Donc ça, ce sont des marqueurs qui sont caractéristiques des PDC. Et vous voyez que le gros, donc si vous regardez en haut, vous avez une tache rouge. Moi, j'appelle ça la théière. Donc vous avez la théière, l'anse en bleu, et puis en vert, le bec de la théière. Donc le corps de la théière a tous les marqueurs, toutes les caractéristiques en single cell des PDC. Et puis le petit morceau, le reste, c'est-à-dire le bleu, c'est les mêmes, mais en prolifération. Et le vert d'en haut, quand vous regardez en bas, il porte des marqueurs de toutes les lignées dendritiques, sauf les PDC, mais toutes les lignées entre elles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on les a étudiés, réétudiés. Et puis, ce qui est intéressant pour nous, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'elles sont capables d'activer les lymphocytes T ? Elles ne le sont pas. Donc, des cellules qui, à tous les niveaux, ressemblent énormément au PDC. Et puis aussi, quand on regarde ce qu'elles sécrètent comme cytokines, elles sécrètent exactement à peu près la même chose que les PDC, c'est-à-dire un paquet MCP1, MIP1, MIP1 alpha, Rantes, tout ça, c'est des chémokines, c'est XCL3, 4 et 5. Et puis, elles sécrètent des interférons de type 1, de type 3 et du TNF. Donc, aussi bien les cellules qu'on fait pousser que les cellules naturelles. On a décidé d'utiliser le nom TINC pour nos cellules qu'on fait pousser pour Therapeutic Inducers of NK Cell Killing. Et puis, il y avait la blague, évidemment, à se dire qu'elles avaient un petit peu d'intelligence quand même. Donc, pour résumer, ces cellules, ce qu'elles font, aussi bien les naturelles que les artificielles qu'on fait pousser, quand on les injecte activées, elles sécrètent des chémokines et des cytokines. Ces chémokines attirent les NK. Là, quand les NK sont proches, elles délivrent des cytokines qui augmentent à la fois la puissance cytotoxique et diminuent le seuil d'activation. Yildian, qui était étudiante à la maîtrise dans le labo, a monté avec l'aide d'Eli Haddad un modèle de souris humanisée qui est un modèle de greffe de moelle. Donc c'est une souris qui reçoit une greffe de sang de cordon. Donc son système hématopoïétique devient humain. Maintenant, on utilise des souris qui sont transgéniques pour l'IL-15 de manière à ce que c'est une reconstitution NK correcte. À l'époque, on mettait de l'IL-15, bref. Et par contre, elle ne reconstitue pas de lymphocyte T ou pas de lymphocyte T fonctionnel. Et quand on prend la courbe de survie ici, donc vous avez
quand les souris reçoivent, donc elles sont humanisées, puis on leur met de la LAL dans une quantité qui est équivalente à celle qui persiste chez un enfant avant greffe de moelle, 10-6 à peu près en termes de PCR. Vous voyez, quand on donne de l'IL2, ça ne change rien, les souris meurent. Quand on donne les cellules, les TINC ou les cellules activées à l'époque, c'était déjà des TINC en fait, toutes les souris survivent. Quand on fait la même chose, et ça c'est Marina qui a fait ça quelques années plus tard, quand on fait la même chose avec les LANL, on a exactement le même genre de résultat, c'est-à-dire un contrôle de la leucémie. On a ici avec le neuroblastome, et avec le neuroblastome, on voit la même chose. Donc on voit une augmentation de la cytotoxicité. On n'a pas réussi à monter un modèle murin pour toutes sortes de raisons. En fait, ils sont tellement sensibles qu'elles ne survivent pas. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a regardé un patient contre sa propre tumeur. Vous savez que donc on a pris les neuroblastomes, on les a mis dans une souris humanisée, ça a fait des cellules de neuroblastes qu'on a été capable de tester le NK contre sa propre tumeur. Donc vous savez que ce qu'on fait d'habitude, c'est le traitement standard post-greffe. Il y a une immunothérapie qui est associée dans le temps IL-2 et l'anti-GD2. Et vous voyez dans le panel de droite que quand on rajoute IL-2, anti-GD2 et qu'on rajoute les PDC ou les TINC, on a une cytotoxicité bien meilleure qu'avec l'immunothérapie classique. Et puis, il y a une autre tumeur. J'aime beaucoup cette histoire parce que, comme ceux qui... je parlais de la Fondation Charles Bruno, mais j'étais très impliqué dans la création d'un événement de levée de fonds qui fait le tour de l'île de Montréal en kayak. Vous auriez au moins appris aujourd'hui que Montréal, c'est une île. Et donc j'étais très impliqué. Et puis il y avait une jeune fille qui avait un ostéosarcome et ses parents aussi étaient très impliqués. Dania Kayali, Amjad et Nathalie, ses parents très impliqués aussi. Et puis Dania a rechuté de son ostéosarcome, puis elle est décédée. Et puis comme on a fait cette levée de fonds ensemble, c'est devenu des amis. Et puis tous les 3-4 mois, il me disait utilise tes cellules contre l'ostéosarcome, utilise tes cellules contre l'ostéosarcome. Puis comme vous le savez peut-être ou pas, mais tout le monde sait que ça ne marche pas parce qu'il y a même eu un grand essai multicentrique qui a montré que l'interféron alpha, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai fini par, de Guerlas, au bout de 18 mois, par dire, OK, la prochaine étudiante à la maîtrise qu'on prend, on la met sur l'ostéosarcome. Je vous passe plusieurs données, mais voilà les données finales. Donc Leïla, dans le labo, qui a fait ça il y a 1 an environ. Donc vous avez à gauche, et à droite d'ailleurs, enfin en tout cas à gauche, vous avez des grandes cellules là, qui ressemblent à des fantômes. Ce sont des cellules d'ostéosarcome. Vous avez des petites cellules rondes qui sont des cellules NK. Elles n'ont rien reçu de spécial, c'est les cellules NK de vous, moi, sur des cellules de lignée d'ostéosarcome. Alors, je vous rappelle que les cellules NK, elles vont, si jamais elles trouvent que la cellule est suffisamment de molécules de stress à sa surface, elles vont attaquer et détruire les cellules de tumeur. Donc regardez dans le rond rouge ici. Ça dure 1 minute pour environ une journée. Donc là, vous avez 4, 5, vous voyez à l'intérieur du rond rouge, 4, 5, 6 cellules NK qui viennent papouiller, on dit en France, papouiller une cellule d'ostéosarcome. Puis finalement, bon, non. Comme on dit au Québec, il n'y a rien là, on s'en va. Et le résultat final, au bout d'une vingtaine d'heures, il reste encore pas mal de cellules d'ostéosarcome, y compris celle qui a été papouillée. À droite, vous avez exactement la même chose, mais une cellule sur 10, ou plutôt une cellule sur 11, c'est une TINC. C'est donc une cellule qui est capable de sécréter des cytokines pour permettre aux NK de diminuer leur seuil de sensibilité et augmenter leur puissance de feu. Au début, c'est pareil.
À la fin, si vous zoomez en arrière et que vous regardez les deux, c'est pas pareil. Les parents de Dania sont très heureux. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Donc, comme je vous disais au début, les NK, elles reconstituent rapidement après greffe. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est cette fenêtre d'opportunité pendant les 2 premiers mois, peut-être 3 premiers mois post-greffe, pendant lesquels il n'y a pas encore de lymphocytes T, donc on risque pas trop de les activer pour faire de la GVH. Il y a déjà beaucoup de NK. Et on vise et il y a beaucoup moins de leucémie parce que la leucémie est passée par le conditionnement. Donc on vise ça. Et Émilie, dans le labo, ce qu'elle a regardé récemment, c'est on a repris une douzaine de patients greffés pour différents trucs et qu'on a fait exprès que ça soit divers. Et elle a montré, pour faire court, que les cellules NK qui reconstituent après une greffe de moelle ou de sang de cordon ou de PBSC sont tout à fait capables de répondre au TINC exactement ou quasiment de la même façon que des cellules NK de vous et moi. Donc la prochaine étape, c'est d'aller à l'essai clinique. Donc l'idée, c'est qu'un patient il va recevoir une greffe de moelle. Et puis quand ces lymphocytes, quand ces NK reconstituent, vers 4 à 6 semaines, on va lui faire des injections de nos TINC, de nos PDC activés. Ce qui est prévu, c'est d'en faire 8 sur 4 semaines, parce que c'est ce qui semblait fonctionner le mieux dans le modèle murin. Et on est super excités parce qu'on a déjà discuté avec le régulateur, donc l'équivalent de l'EMA, Santé Canada. Ils sont d'accord avec le plan jusqu'au dépôt de demande d'essai clinique. On a eu aussi la désignation Orphan Disease et Rare Pediatric Disease de la FDA pour les 2 leucémies, myéloïdes et lymphoïdes. Et on espère que ça va ouvrir, mais je dis ça tous les ans, l'année prochaine. Et pourquoi? Parce que y a quelque chose que j'ai compris que je n'avais pas compris. Quand j'étais ado, je lisais Gaston Lagaffe et je pensais que j'avais compris. Non, je n'avais rien compris. Depuis 3 ans, le gros de mes efforts, ça n'a pas été de la science, ça n'a même pas été le passage à la manufacture, ça a été de signer des bons dieux de contrat, travailler pour obtenir que les avocats travaillent sur les bons dieux de contrat. Et donc là, tous les contrats sont signés. Je suis en paix avec monsieur de Messmaker, mais parfois la nuit, je vois un Gaston Lagaffe qui pèle sa banane. Et je me demande ce qui va m'arriver demain. En tout cas, c'était toute une aventure. Ce n'était pas seulement une aventure scientifique, c'était une aventure humaine. Ça, c'était le bon côté. Puis c'était parfois une aventure légale. C'était moins rigolo. Donc j'espère que ce sera ouvert pour le prochain congrès de la SFGM. On a l'impression qu'on y est presque. Merci. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été trop long. Je ne peux pas croire que Ludovic n'ait pas plein de questions. Alors, je vais commencer. Je suis pas Ludovic, je suis Bruno Segui du CRCT. J'avais une question là par rapport à Trail. J'ai pas bien compris en fait la signalisation de Trail, comment elle est activatrice vis-à-vis des NK. Est-ce que c'est de la signalisation classique, c'est-à-dire un Trail qui interagit avec DR4, DR5, et à ce moment-là vous avez une activation des NK, ou est-ce que c'est du reverse signaling? J'adore cette question. La réponse est oui et oui. D'accord. Alors, les données qu'on a, c'est que Trail agit dans les 2 sens. C'est-à-dire que quand et je ne vais pas montrer tout ça, mais on a des cellules knockout pour TrailR1, TrailR2, et des cellules et des leucémies qui n'expriment pas TrailR1, TrailR2, dans lesquelles on a induit l'expression de TrailR2. Donc on a démontré avec ça, puis le manuscrit est presque fini là, que ça fonctionne dans tous les sens. C'est-à-dire que le contact entre les deux, entre Trail et TrailR2 essentiellement dans les LAL, induit l'activation de la cellule NK qui relargue des granzymes, du perforine, de l'interféron alpha, du TNF. Ça c'est d'un côté. Et dans la cellule NK en aval, de l'autre côté, dans la cellule cible en aval, le contact entre Trail et TrailR2 déclenche en aval de TrailR2 la cascade d'apoptose directe qui conduit à la mort cellulaire. Donc il y a 4 mécanismes qui entrent en jeu quand TrailR2 rencontre Trail à la surface des NK. Et d'un point de vue de la signalisation, le reverse signaling médié par Trail, qu'est-ce qu'il y a comme type de... Je ne sais pas. On n'a pas regardé ça. Qu'est-ce qui conduit de l'activation de Trail à la... On ne le sait pas. Par contre, on sait bien ce qui, de l'autre côté, conduit de la signalisation TrailR2 à l'apoptose.
c'est uniquement par la voie directe, parce que la voie mitochondriale est complètement détruite ne fonctionne pas chez les leucémies aiguës lymphoblastiques. Il y a toutes les leucémies aiguës lymphoblastiques, on en a testé 300 en transcriptome, aucune d'entre elles n'exprime caspase-9. Et l'hypothèse la plus probable, c'est que pour activer, quand TRAIL est exprimé à faible niveau sur les NK, l'apoptose qu'il induit dans la cellule leucémique, disons, passe par la voie mitochondriale. Donc toutes les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant qu'on a testées ont toute cette voie mitochondriale qui ne fonctionne pas parce qu'elles ont réussi à échapper au NK, en fait, celles qu'on trouve. Par contre, clairement, quand on les met en face de cellules NK qui expriment TRAIL à haut niveau, qui est la marque de fabrique de l'activation par les TINC, à ce moment-là, elles entrent en apoptose. Ok. Et ça passe quand même par la voie mitochondriale? Non. Enfin. Ça ne peut pas passer par la voie mitochondriale dans le sens où aucune des lignées et aucun il y a 3 patients sur 300 qui ont une expression de caspase-9. Donc ça ne peut a priori pas passer par la voie mitochondriale puisqu'elle ne fonctionne pas. Donc c'est la voie extrinsèque, extra-mitochondriale. C'est la voie qu'on appelle, moi j'appelle directe. Oui, extrinsèque. Ouais. Ok. Avec une meilleure formation du disque, certainement. C'est ça. Ok. Très bien, merci. Plaisir. Alors une question de clinicienne adulte. C'est valable pour tout type de LAL? Vous avez pu tester différents modèles? Oui, ça c'est l'autre papier d'Émilie. Donc on a pris 12 lignées différentes. Il y en a 2 qui sont résistantes à 2 heures à la cytotoxicité. Parmi les 2, il y en a une qui est sensible à 24 heures. Et puis, il y en a une qui reste relativement résistante à 24 heures sur 12 lignées. On a essayé de décortiquer qu'est-ce qui faisait que des lignées étaient plus sensibles que d'autres. La lignée la plus résistante n'exprime pas TRAILR2. Mais l'autre lignée qui est sensible à 24 heures l'exprime un peu quand même. Donc, ce que ça montre, c'est que ça fonctionne sur quasiment toutes les LAL. Et puis après, on a comparé le transcriptome de nos lignées au transcriptome des 300 patients dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, c'est cohérent, quoi. Nos lignées recouvrent à peu près, les 12 lignées recouvrent le différent spectre de l'expression de TRAILR2E, de tout ce qui pourrait impacter l'effet. Plus simplement, B et T? On a regardé que des B. Les T, comme c'est plus rare, on l'a fait chez un patient pour lequel on a eu la chance, lui aussi, de faire comme on a fait pour le neuroblastome contre ses propres cellules. Puis ça fonctionne. Mais on a un seul patient en leucémie T. Mais dans l'essai clinique, on va les inclure pareil à cause des résultats de ce patient-là. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, pardon. Merci. Moi, j'ai plusieurs questions intéressantes, qui m'intéressent en tout cas. Du coup, j'étais assez étonné du phénotype, moi, du TRAIL, parce que finalement, quand on réfléchit à la base, c'était plus un marqueur en effet de NK plutôt immature. Et là, il se trouve qu'il s'est fortement uprégulé notamment sur des cellules qui ont fini leur maturation, c'est les 57 positives. Du coup, je me posais la question en termes d'autres phénotypes, en rapport notamment au récepteur activateur. Je semble avoir vu qu'il y avait une baisse plutôt d'NKG2D qui paraît un peu paradoxale. Et je me posais la question, qu'en était-il d'autres récepteurs activateurs à part NKG2D sur ces cellules? Alors, réponse en 2 temps. La première, en effet, TRAIL, par exemple, l'expression de TRAIL est 10 fois supérieure si on prend des cellules NK au repos, avant d'avoir rencontré les PDC ou les TIG. L'expression est 2 fois supérieure sur les CD56 Bright. Et quand on met les NK, aussi bien les Bright que les DIM en présence des TIG, tout le monde monte autant son expression de TRAIL, d'un facteur comme 20, aussi bien les CD56 Bright que les CD56 DIM. Et c'est vrai en expression de surface et c'est vrai aussi en single cell. Donc la réponse de TRAIL, en effet, est vraie
et les cellules CD56 bright pour autant qu'on le voit. Et après greffe de moelle, elles sont essentiellement CD56 bright, ces cellules-là sont cytotoxiques, celles qui expriment TRAIL à haut niveau. Donc ça, c'est pas la question que tu posais, mais c'est juste pour confirmer que on observe vraiment ça. Ce qu'on a montré, c'est que dans la plupart des manips, quand on bloque TRAIL, on bloque à peu près la moitié de l'effet. Quand on bloque DNAM et TRAIL, on bloque un petit peu plus. Quand on bloque DNAM, quand on bloque NKG2D et TRAIL, on bloque un peu plus. Et quand on bloque les trois, on a en général, dans tous nos modèles, quasiment pas ou quasiment plus d'effet à 2 heures. On a l'impression que ce n'est pas le cas à 24 heures, mais on est en train de le travailler. Donc tout ça pour dire que la voie majeure, c'est TRAIL, mais ce n'est pas la seule voie. Il y a NKG2D et DNAM qui fonctionnent également. C'est extrêmement intéressant. Il me semble que justement TRAIL est up-régulé, je crois, sur les cellules résidentes de la moelle. Nous, on les voit dans le myélome, dans les cellules résidentes de la moelle, avec un phénotype plutôt d'ailleurs CD69 positif, ces cellules résidentes. Et enfin, ce qui est logique d'ailleurs avec leur résidence, mais on peut se poser la question de si elles n'auraient pas en effet peut-être un état de préactivation, peut-être eu égard à des rencontres en effet avec certaines PDC. D'ailleurs, en rapport avec ça, moi je me posais la question sur le rôle de l'IL-15, parce que moi j'en étais resté un peu notamment aux travaux de Diefenbach justement à la fin des années 2000, début 2010, où il montrait en effet l'importance de l'interféron alpha produit par les PDC qui va stimuler les dendritiques conventionnels à produire de l'IL-15 pour, on va dire, primer les cellules NK. Et du coup, je me posais la question si vous envisagez un potentiel relais cellulaire, puisqu'il semblerait que l'interféron alpha tout seul fasse pas la même chose. Donc, est-ce que vous avez investigué cette voie-là? Ouais. C'est une très bonne question, ça aussi. Il y a un relais cellulaire, c'est-à-dire qu'au début, on s'est concentré sur les NK, puis quand on a voulu faire les mêmes manips chez les patients, on ne pouvait plus les faire avec les NK parce que c'est des patients qui ont reçu une greffe de moelle. Oui, il y a des NK, mais c'est des enfants, puis on n'arrive pas à voir régulièrement à cette cellule. Donc, on a fait toutes nos manips sur des PBMC. Et en fait, il y a d'autres cellules qui sont impliquées, notamment des cellules T, mais dont l'impression qu'on a, on a toute une série de manips qui montrent que ça n'active pas l'allogénicité des T. Donc, il semble que ce que ça fasse, ça réveille les fonctions NK-like des T, tu sais, qui sont décrites dans la littérature de temps en temps sous forme de bystander activation. Par exemple, si dans certains cas, dans certains modèles murins, tu viens avec du Bordetella, par exemple, et puis ça active les lymphocytes T qui répondent au Bordetella, puis tu reviens avec une deuxième infection avec autre chose, et les cellules T spécifiques du Bordetella sont capables aussi de détruire les cellules infectées par un autre virus. Donc tout ça pour dire qu'on pense que les cellules qui sont impliquées ne sont pas seulement les cellules NK. Bizarrement, il y a les cellules T, puis les données qu'on a là, qui sont préliminaires, puis qu'il faut qu'on vérifie, c'est qu'on a l'impression qu'il y a autre chose qui joue. Et il y a très probablement une boucle d'entraînement de tout ça qui se déclenche positive. Donc c'est pas que les NK. Ils s'expriment, ils up-régulent TRAIL aussi, c'était peut-être? Non? Vous n'avez pas regardé? On n'a pas regardé encore. C'est intéressant. Parce que sinon on est là encore, oui, sinon on est là encore demain matin. 55 et il faut quand même que tu puisses parler, avoir des questions. Merci Ludovic. Donc on va écouter maintenant Ludovic Martinet sur le dysfonctionnement des cellules NK dans le myélome. Donc merci beaucoup et puis merci du coup aux courageux d'être venus assister en présentiel à ces conférences autour des cellules NK, qui c'est vrai des fois finalement ces derniers temps sont un peu les parents pauvres de l'immunologie, mais qui sont en effet extrêmement intéressantes et importantes. Alors ça tombe bien parce que du coup il y a une super introduction sur les cellules NK, donc je vais pas avoir grand chose à dire en termes d'introduction. Donc oui, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Ludovic Martinet, donc je suis directeur de l'équipe Génime au CRCT qui travaille notamment, particulièrement d'ailleurs en l'occurrence sur le myélome multiple. Et donc moi ma spécialité c'est l'immunologie et les lymphocytes cytotoxiques NK CD8.
Donc moi je vais vous parler un peu plus spécifiquement du rôle des NK dans le myélome multiple. Donc voilà, une petite introduction sur le myélome multiple. C'est la deuxième hémopathie maligne dans le monde. C'est une tumeur qui est caractérisée par l'expansion donc de plasmocytes malins dans la moelle osseuse, donc qui vont sécréter notamment des immunoglobulines monoclonales que l'on pourra retrouver dans le sang, notamment pour diagnostiquer le myélome, et qui malheureusement vont être à l'origine de nombreux dommages, dont hypercalcémie, problèmes rénaux, anémie, lésions osseuses. Et malgré l'évolution des traitements, avec en effet heureusement des réponses cliniques qui sont bien meilleures que ce qui a été montré juste avant. Malheureusement, les patients rechutent continuellement et donc il est nécessaire d'essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les traitements actuels pour essayer de pouvoir les améliorer. Alors il est clair que dans le myélome, les altérations à l'intérieur de la cellule tumorale, des altérations chromosomiques et avec des translocations notamment, des pertes de parties de chromosomes telles que la DEL17P, la translocation 414, la DEL1P32, tout un tas d'altérations chromosomiques vont jouer un rôle critique dans le pronostic clinique des patients atteints de myélome. Mais il est également bien connu que le système immunitaire joue un rôle critique dans la pathogénèse de cette maladie. Un certain nombre d'études ont été publiées, notamment des études par notre équipe, montrant l'importance de l'environnement immunitaire dans le myélome multiple. Et c'est d'autant plus important maintenant de comprendre le rôle de ce compartiment immunitaire dans le myélome que la plupart des traitements actuels contre le myélome utilisent une immunothérapie. En première ligne, maintenant, on a des anticorps monoclonaux dirigés contre CD38. Et puis, à la première rechute, on va avoir des anticorps bispécifiques et, pour des lignes encore plus avancées, des CAR T-cells. Donc, il est vraiment nécessaire d'essayer de mieux comprendre finalement quel est le système immunitaire des patients et comment le rediriger à visée thérapeutique contre le myélome. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus spécifiquement donc, des cellules NK. Alors en effet, ces cellules, pourquoi est-ce qu'elles sont extrêmement intéressantes à visée antitumorale? En effet, comme on l'a dit, ce sont des cellules qui sont douées de cytotoxicité naturelle, capables de reconnaître donc ces cellules qui sont transformées en reconnaissant en effet des ligands de stress, ou aussi ce sont des cellules qui sont capables de générer donc de l'ADCC, de la cytotoxicité dépendante d'anticorps, et donc pouvoir ainsi détruire les cellules qui sont reconnues. Et ça, cette destruction, elle est particulièrement intéressante aussi, puisque ça va permettre de relarguer des antigènes tumoraux qui, par la suite, pourront participer aussi à la mise en place de l'immunité adaptative. Alors les cellules NK, ce ne sont pas que des cellules cytotoxiques. Sont aussi des cellules qui sont capables en effet de produire de nombreuses chimiokines qui vont pouvoir attirer d'autres types de lymphocytes sur la zone, notamment justement des cellules dendritiques, d'autres types de cellules myéloïdes, macrophages, probablement des PDC aussi, et pouvoir participer ainsi à ce crosstalk entre ces cellules myéloïdes et ces cellules NK. Et cette venue donc de cellules dendritiques va aussi justement jouer un rôle, parce qu'elles finalement elles vont, hop là, ça va un peu vite. Puisque finalement, on va pouvoir avoir donc la présentation d'antigènes aux lymphocytes, puis aussi le rôle critique en effet de ces cellules NK, c'est aussi la production donc en grande quantité très tôt par rapport aux lymphocytes qui ont besoin d'avoir une expansion clonale en effet pour pouvoir ensuite venir en nombre et reconnaître l'antigène sur la cellule tumorale et pouvoir produire ces cytokines pro-inflammatoires. La cellule NK elle est produite très rapidement lorsqu'elle est activée. Et ces cytokines pro-inflammatoires, elles vont aussi participer à la présentation antigénique et favoriser la reconnaissance par d'autres types de lymphocytes, comme les lymphocytes CD8+. Donc tout ceci indique que les cellules NK, en effet, sont une arme antitumorale particulièrement intéressante. Et en effet, en plus, c'est une arme d'autant plus intéressante qu'elles ne sont que très peu autoréactives aussi, à contrario des lymphocytes. Alors, pour ce qui est du myélome, en fait, il y avait beaucoup d'études publiées dans les années 2000 montrant en effet une réactivité naturelle des cellules NK contre les cellules de myélome. Alors, c'est pas comme l'ALL, en effet, par contre, les NK naturellement reconnaissent beaucoup plus facilement les cellules de myélome. Et en effet, pas mal d'études au milieu des années 2000 ont mis en évidence que des cellules NK de donneurs sains étaient capables de reconnaître assez facilement différentes lignées de myélome. Ces données, nous, on a pu les confirmer in vivo.
Dans une étude utilisant un modèle de myélome qui est le modèle vichémique, qui est le modèle, on va dire, classique, le plus utilisé de myélome, puisqu'il mime très bien la maladie avec l'expansion dans la moelle osseuse des souris de cellules CD138 positives et la production d'immunoglobulines monoclonales dans le sang, qui nous permet d'ailleurs de suivre la maladie au cours du temps assez facilement. Et donc dans ce modèle, en 2015, on avait pu montrer l'importance des cellules NK dans la reconnaissance du myélome in vivo, puisque lorsqu'on déplète les cellules NK, il y a une augmentation des immunoglobulines monoclonales, augmentation de la charge tumorale dans la moelle, et également un développement dans la rate qu'on voit beaucoup moins dans le modèle non immunodéficient. Il faut savoir que les lymphocytes CD8+ jouent aussi un rôle dans cette reconnaissance, qui sont également aussi, lorsqu'on les déplète, il y a également une augmentation de la croissance tumorale. Et enfin, quand on déplète les deux, c'est le pire, c'est presque comme si les souris étaient immunodéficientes. Donc ça montre vraiment l'importance à la fois des NK, mais également de la synergie entre les NK aussi et les lymphocytes T. Alors, je voudrais revenir justement rapidement sur comment fonctionne une cellule NK, parce que justement, cette histoire de synergie, ce qui est intéressant aussi, c'est justement de comprendre comment la cellule NK, en effet, permet de reconnaître sa cible. Là où, en effet, le lymphocyte T, comme pour reprendre l'exemple de Michel, est une arme extrêmement spécialisée qui va, suite au réarrangement du TCR, reconnaître un peptide sur les CMH de classe 1, mais malheureusement, il va y avoir une probabilité de rencontre de 1 sur 1 à 10 millions que le lymphocyte T reconnaisse le bon antigène présenté par la cellule tumorale. Et la cellule NK, elle, n'utilise pas le CMH de classe 1, mais utilise tout un tas de récepteurs activateurs et inhibiteurs. Et c'est en effet l'intégration de ces signaux qui conduit à l'activation de la cellule NK. Et ce qui est aussi très intéressant d'un point de vue évolutif, c'est que là où le lymphocyte T est activé par le CMH de classe 1, la cellule NK, elle, plutôt est inhibée par le CMH de classe 1. Donc c'est globalement deux manières de reconnaître la cellule qui sont totalement antinomiques et qui aussi, d'un point de vue antitumoral, est intéressant parce que des fois, finalement, des cellules vont avoir tendance à perdre le CMH de classe 1 pour éviter la reconnaissance par les lymphocytes T CD8. Et bien du coup, ça va les sensibiliser aux cellules NK. Donc en effet, pour revenir sur l'ensemble des récepteurs exprimés par les cellules NK, en effet, il y a tout un tas de récepteurs activateurs que ces cellules vont exprimer, de récepteurs inhibiteurs, je vous l'ai dit, qui reconnaissent principalement le CMH de classe 1, mais pas que. Je voudrais m'attarder sur un récepteur en particulier, donc qui s'appelle DNAM1 ou CD226. C'est un récepteur sur lequel je travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est un récepteur qui joue un rôle critique dans la reconnaissance par les cellules NK. Et beaucoup d'études in vivo réalisées ces 10 dernières années montrent en effet que la déficience en DNAM1 est une déficience presque aussi drastique que la déficience en cellules NK. C'est-à-dire quand on déplète les cellules NK ou quand, par exemple, on a un DNAM1 knockout dans un modèle de fibrosarcome, ça revient globalement au même. Donc ça montre l'importance de ce récepteur DNAM1 dans la reconnaissance de la cellule cible. Une autre manière de montrer la chose, c'est ce qu'on avait fait aussi il y a quelques années. J'avais trié des cellules NK qui exprimaient ou non DNAM1. Et lorsqu'on transfère des souris immunodéficientes avec ces NK et qu'on met des tumeurs dans ces souris, que ce soit des tumeurs de type B16F10, donc mélanome, ou RMAS, donc on fait des modèles de métastases expérimentales, eh bien on va s'apercevoir que les souris qui sont transférées avec les NK DNAM positifs sont généralement contrôlent très bien la tumeur, alors que les souris transférées avec les DNAM négatifs les contrôlent beaucoup moins bien. Alors, je voudrais juste m'arrêter sur un point pour montrer aussi l'importance des cellules NK, notamment dans ces souris. Quand on ne transfère pas des NK, en fait, on a vraiment les poumons, là, par exemple, dans le B16F10, qui sont complètement remplis de tumeurs. Mais lorsque on transfère des NK, rien que les DNAM négatifs, déjà, vous voyez, l'effet antitumoral est quand même assez drastique. Et pour ce qui est des DNAM positives, rien que 200 000 cellules sont capables vraiment d'empêcher cet effet métastatique. Dans un autre modèle transféré avec des cellules RMAS, on retrouve la même chose avec, en effet, lorsqu'on n'a pas de transfert de cellules NK, on va avoir une charge métastatique extrêmement élevée, alors que le transfert avec des NK DNAM positifs contrôle très bien ces métastases. Alors pour ce qui est du myélome, on s'était aperçu justement que cette voie, CD226, joue un rôle critique dans le contrôle du myélome, puisqu'on avait pu notamment remarquer que les cellules de myélome, et notamment dans le modèle vichémique, expriment des très forts niveaux de CD155, qui est donc le ligand
naturel de DNAM1. Il y a également CD112 qui est le ligand de CD226. Alors ce qui est intéressant avec ces familles de ligands, c'est ce que je vais vous dire pour CD155 est globalement aussi vrai pour les ligands d'NKG2D, c'est qu'il y a de nombreuses études qui ont montré que le stress génotoxique, donc des altérations de l'ADN, qui conduit à l'activation de la DNA damage response, avec une activation d'ATM et d'ATR notamment, va conduire à la surexpression de ce ligand CD155 ou des ligands d'NKG2D. En gros, il y a une sorte de lien entre les altérations intratumorales, donc des altérations qui sont souvent qui peuvent être induites notamment par des virus avec des clivages de l'ADN, et l'augmentation de ces ligands de stress pour permettre la reconnaissance par la cellule NK. Par la suite, il y a eu de nombreuses études qui ont pu mettre en évidence également que des fois des signaux TLR peuvent conduire à l'expression de CD155, mais également l'activation d'oncogènes, la prolifération dérégulée conduit à l'uprégulation de ce ligand de stress. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve très régulièrement ce ligand CD155 à la surface des cellules tumorales. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans des conditions de chimiothérapie, on peut aussi avoir ces dommages à l'ADN qui vont conduire à la surexpression de ce ligand de CD226. Et en effet, lorsqu'on bloquait dans ce modèle CD155 ou CD226, on avait une forte augmentation de la charge tumorale. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce modèle, on avait pu mettre en évidence qu'il y avait également la réponse à la chimiothérapie, telle que le bortezomib, donc qui est un inhibiteur du protéasome, qui est une drogue classiquement utilisée en première ligne dans le myélome. Eh bien, lorsqu'on n'a pas la molécule CD226, les souris finalement ne répondent pas au bortezomib. Donc ça montre encore une fois le lien très étroit entre le système immunitaire et la réponse aux thérapies, même les chimiothérapies entre guillemets un peu anciennes. Alors, les cellules NK, bien sûr, jouent un rôle dans l'action des traitements de type chimiothérapeutique, mais là où ils jouent forcément le rôle le plus important, c'est dans l'action des anticorps thérapeutiques comme les anti-CD38. Alors, dans le myélome, je vous l'ai dit, il y a deux anticorps classiquement utilisés, le daratumumab et l'isatuximab, qui sont deux anti-CD38, donnés actuellement en première ligne, en quadruplette, avec des IMiD, des inhibiteurs du protéasome et des glucocorticoïdes. Et donc, comme vous pouvez, on a fait une étude à l'époque sur les cellules NK et sur leur activation en réponse à ces anticorps monoclonaux et en réponse à un anticorps monoclonal FC modifié pour augmenter la reconnaissance par le CD16, parce que malheureusement le CD16 c'est le récepteur au fragment constant de basse affinité, et donc les cellules NK reconnaissent avec une faible affinité l'anticorps monoclonal daratumumab ou isatuximab, alors que en collaboration avec Sanofi, ils avaient développé un anticorps qui augmentait l'affinité. Puis il y a un petit polymorphisme aussi qui diminue l'affinité, ça permet un peu de bypasser tout ça. Et donc on avait pu mettre en évidence en effet que les cellules NK s'activaient très bien en réponse aux anticorps monoclonaux, mais que cette activation elle est encore meilleure forcément lorsqu'on augmente l'engagement de CD16, meilleure activation d'NK, meilleure production d'interféron gamma et meilleure dégranulation. Et puis, dans un modèle vivo où on avait transféré que des NK de souris qui sont humanisées pour les récepteurs au fragment constant, et bien finalement, lorsqu'on traitait avec l'anticorps FC modifié, en effet, on avait une réponse qui était largement supérieure aux anticorps parentaux. Malheureusement, je crois que cet anticorps a été arrêté par Sanofi, n'ayant pas vu un intérêt financier vis-à-vis de l'isatuximab. Mais voilà, il y aura probablement peut-être des suites ou en tout cas d'autres moyens d'activer les NK. Alors maintenant, lorsqu'on parle de cellules NK, en effet, je crois que ce qui est extrêmement intéressant et important, c'est de comprendre leur diversité. Aujourd'hui, on parle de cellules NK, souvent les gens vont penser à un type cellulaire et éventuellement à deux. En effet, il a été montré il y a déjà une vingtaine d'années qu'on a le précurseur de NK, les CD56 Bright, dont on a déjà parlé ce soir, et puis le NK mature, CD56 DIM, qui est lui le NK cytotoxique, qui exprime CD16, qui a des fonctions effectrices ADCC. Toutefois, il ne faut pas oublier que le Bright n'est pas un NK immature qui ne sert à rien, il va produire beaucoup de cytokines. En effet, il peut aussi être doué de capacités cytotoxiques lorsqu'on le stimule bien. Donc, ce n'est pas non plus une cellule qui ne sert à rien. Et puis, ce qu'on s'est aperçu ces dernières années, c'est que finalement, il y a beaucoup plus de parfums de NK que deux parfums, le rouge et le bleu. Non, en fait, il y a une diversité fonctionnelle extrêmement importante, sachant qu'il y a des cellules qui vont exprimer divers récepteurs activateurs distribués aléatoirement sur ces cellules. Donc, il y a énormément de types de NK différents. Donc, en effet,
Aujourd'hui, on a compris qu'en effet, ces NK maturés vers un NK beaucoup plus mature, c'est des 57 positives, qui ne sont pas non plus, d'ailleurs, comme beaucoup pensaient, des NK sénescents. Ce n'est pas vrai, ce sont des NK qui sont terminali différenciated, mais qui ont eux-mêmes beaucoup de fonctions. Ils n'ont juste pas encore vu leur signal activateur, leur signal de priming potentiellement avant, mais deux types de NK sont capables de s'activer lorsqu'on les stimule bien. Bien sûr, il existe ces NK adaptive-like qui d'ailleurs semblent pouvoir bifurquer à différents moments de la vie du NK. Donc lorsqu'ils ils obtiennent certains signaux, donc que ce soit le signal NKG2C par le HCMV, aujourd'hui on parle d'adaptif potentiellement pour des cytokines aussi. Voilà, certains signaux vont faire des modifications épigénétiques de ces cellules NK, augmentant leurs signaux de survie et potentiellement les rendant plus efficaces lors d'une deuxième réponse, ce qui globalement est l'apanage de la mémoire, même s'il n'y a pas de sélection clonale particulière. Et enfin, il existe maintenant dans les tissus, on se rend compte aussi des cellules résidentes, donc des cellules qui naturellement peuplent les tissus et qui vont avoir des fonctions potentiellement différentes, mais également des phénotypes différents. Et dans chaque tissu, globalement, il y a un phénotype différent de NK, avec des fonctions différentes. Donc là aussi, finalement, je crois que pour chaque pathologie et en oncologie, pour chaque type de pathologie, potentiellement, on va avoir un NK de base qui va peut-être être un peu différent du NK circulant. Alors, du coup, pour mieux comprendre cette histoire d'hétérogénéité des NK, nous, on a essayé de faire un single cell donc, sur des cellules de donneurs sains et des cellules de myélome age and sex matched. Donc, on avait trié aussi les cellules T, mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler des cellules NK. Donc, globalement, voici la map, entre guillemets, de cellules NK, du sang et de la moelle, de donneurs sains et de myélome. Donc, on va rapidement, ensemble, jouer à qui est qui. Donc, tout d'abord, on a nos cellules CD56 Bright, ici, qui sont donc des cellules qui sont caractérisées par des marqueurs d'immaturité, comme l'IL7 récepteur, L-sélectine, TCF7. On pourrait citer TRAIL notamment également, en l'absence de signaux d'activation. Ensuite, on a nos cellules NK matures. Alors là, on a trouvé deux populations. En règle générale, il y a plusieurs. En effet, on va avoir les premières DIM et ensuite les DIM fully matures qui vont être CD57 positives, qui vont être des cellules, en effet, qui vont être très cytotoxiques, exprimer les récepteurs CD16, exprimer NKG7 aussi, qui est un marqueur de cellules cytotoxiques, exprimer des forts niveaux de CD226, de perforine. Ensuite, on a nos cellules adaptatives, donc qui vont être spécialisées par l'expression de KLRC2, d'IL32, intégrine bêta 1. Ensuite, on va trouver nos bonnes marrow résidentes. Vous voyez, ils sortent un peu de la carte parce que finalement, ils ont un profil transcriptomique très différent et on ne les trouve pas dans le sang. Spécialisés dans la production notamment de XL1, XL2, expression de granzyme K, très peu de marqueurs cytotoxiques autres. Donc un profil assez étonnant. Et puis, on va en parler après. Dans le cadre du myélome, on a trouvé beaucoup de NK qui avaient des profils inflammatoires. Alors, du coup, qu'est-ce qui diffère entre un NK de donneur sain et un NK de myélome? Et bien là, ici, vous avez trouvé dans les donneurs sains, finalement, une majorité de CD56 DIM 1 et DIM 2. Donc, vous voyez là des très forts niveaux de ces cellules classiques cytotoxiques de NK, exprimant CD16, granzyme B, CX3, CR1, donc récepteurs pour les chimiokines pro-inflammatoires, la perforine. Et du coup, dans le myélome, on a une diminution de ces cellules cytotoxiques au profit de clusters de NK, les clusters 3 et 7, qui sont des clusters de NK qui vont correspondre à des NK enflammés, NF-kappa-B, interféron type 1. Là, on voit des très fortes signatures, donc que ce soit des signatures de signaux d'activation ou de signatures NF-kappa-B avec REL-B, notamment TNF, des réponses aux interférons, les IFIT. Donc, on va trouver ces cellules augmentées chez les myélomes. Donc ça nous a un petit peu interpellés. On a essayé de comprendre un peu quelle était la filiation entre ces différents types de NK. Donc, on a fait une analyse bioinformatique de pseudo-stands sur ces différents NK de patients et de donneurs sains. Alors, on va trouver en effet ce linéage un peu spécifique des bonnes marrow résidents. Donc ça, je vais vous mettre ça un peu de côté parce que bon, c'est pas forcément hyper relevant là aujourd'hui de ce que je vous présente pour le myélome versus donneur sain, mais c'est tout à fait intéressant d'essayer de comprendre d'où viennent ces bonnes marrow résidents et à quel moment ils bifurquent. Il semblerait qu'ils aient un trait qui bifurque assez rapidement des bright. Par contre, quand on regarde
le lignage le plus important, on va s'apercevoir que nos cellules de patients, 3 et 7, nos clusters de patients, sont globalement à la fin du pseudotemps. Donc, c'est des cellules qui sembleraient être terminally differentiated. Et en effet, lorsqu'on analyse le pseudotemps, en fait, chez les patients, on a plutôt des cellules qui sont avancées en âge comparées aux donneurs sains. Je parle d'âge relatif puisque l'âge des patients et des donneurs sains était le même. Alors maintenant, qu'est-ce qui différencie ces cellules de NK de patients des cellules de NK de donneurs sains, hormis les histoires d'inflammation? Les pathways qu'on a comparés notamment entre les clusters augmentés chez les donneurs sains et les patients, les deux types de clusters qu'on a vu augmenter versus les deux types diminués, finalement, c'est principalement des signaux de cytotoxicité, clairement. Je veux dire, il y a une vraie diminution des signaux de cytotoxicité. Quand on regarde notamment les gènes qui sont impliqués dans ces pathways, on va voir en fait que ce sont globalement tous les gènes impliqués dans les récepteurs activateurs, leur voie de signalisation et la cytotox elle-même. Et d'ailleurs, pour vous faire remarquer que ce n'est pas seulement cluster dépendant, mais quand on regarde en pseudo-bulk les donneurs sains versus les myélomes, on va s'apercevoir que les myélomes systématiquement ont en effet une diminution globale dans l'ensemble de leur cluster de ces marqueurs de cytotox. Et donc, un des marqueurs qui ressortait très bien, c'était le marqueur CD16, qui nous a notamment particulièrement intéressé. Alors, pour valider ça, on est passé en cytométrie spectrale avec, je crois de mémoire, une quarantaine de marqueurs exprimés qu'on a analysés sur des cohortes de patients et de donneurs sains. Et donc, on a pu un peu valider ce qu'on a fait par single cell en cytométrie de flux, avec notamment, on a pu voir chez les patients donc une diminution de ces NK CD56 DIM1 et DIM2 que l'on trouve ici, pas trop de variations sur les adaptatives, et une augmentation d'un cluster que l'on a nommé CD16, CD226 low, parce qu'en effet, comme ce qu'on avait vu dans le single cell, ils ont en effet des niveaux de récepteurs activateurs, ce cluster-là, qui sont largement inférieurs aux autres types de clusters de NK. Et lorsqu'on regarde en effet, voilà, ce récepteur CD226, il est largement diminué dans ce cluster-là. Et c'est le cas également de CD16 qui est quasiment négatif dans ce cluster. Et donc ce cluster de cellules est largement augmenté chez les patients. Et puis du coup, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en effet, ce cluster de NK qui est augmenté chez les patients, il a des faibles niveaux de perforine et de granzyme qui suggèrent, avec granzyme B vraiment au plancher, ce qui suggère que ces NK qui s'accumulent chez les patients ne sont malheureusement pas des NK très cytolytiques. Et c'est en effet ce qu'on a essayé de vérifier en analysant donc la capacité des cellules NK de patients donneurs sains à reconnaître des lignées de myélome, avec en prenant comme readout l'expression du marqueur de dégranulation CD100-CETA. Donc ça, c'est lorsque la NK dégranule, on a une expression à la surface de CD100-CETA. Et donc, on a pu remarquer, malheureusement, que ce soit en l'absence d'anticorps monoclonal ou en présence d'anticorps monoclonal, que les cellules de patients avaient une capacité bien plus faible à dégranuler. Donc, face à deux types différents de cibles, malheureusement, les NK de patients semblent peu enclines à relarguer leurs granules cytolytiques, qui en plus, malheureusement, sont quasiment vides. Donc, on avait regardé le killing, il était aussi beaucoup plus faible. Alors, une autre chose intéressante, c'est que lorsqu'on s'intéresse à la dégranulation, ce qu'on avait vu dans les pathways, c'était vraiment la régulation du cytosquelette d'actine et les molécules d'adhésion. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais aussi discuter aujourd'hui. C'est de dire qu'un NK, il n'est pas cytotoxique pour rien, c'est parce qu'il est capable aussi d'adhérer à sa cible et il est capable, au contact de cette molécule d'adhésion, de réorganiser son cytosquelette d'actine pour pouvoir tuer sa cible. Et ce qu'on avait vu, c'est que les NK de patients, malheureusement, étaient très peu capables de se conjuguer aux cellules tumorales, que ce soit en présence ou en l'absence d'anticorps monoclonaux. Globalement, lorsqu'on regarde les doublés, donc les cellules qui forment un NK et une cellule cible, un peu comme le film tout à l'heure, si on avait pris les cellules tumorales et les cellules NK ensemble, et bien finalement, on s'aperçoit que chez les patients, les cellules sont très peu capables de se lier à la cellule tumorale. Avant même de dégranuler, on va dire, elles ont peu envie d'interagir finalement avec la cellule tumorale. Et donc, on s'est intéressé au pourquoi, du comment de tout ça. Et cette première interaction, souvent, elle se fait par des mécanismes d'intégrine et LF1 qui vont reconnaître donc IKEM1 de l'autre côté. Et ça va permettre la mise en place de cette structure particulière qu'on appelle la synapse immunologique, donc cette zone d'interaction
où la cellule tumorale et la cellule cible et la cellule NK vont mettre en commun leurs récepteurs pour pouvoir finalement bien scanner, parce que la cellule NK, lors de la synapse, ça va scanner tous les signaux activateurs et pouvoir intégrer cette information et se déterminer si elle active ou pas. Et bien malheureusement, on l'a vu, nos cellules NK de patients, elles sont peu capables de générer cette interface, donc du coup forcément peu capables de prendre ces signaux activateurs. Et malheureusement, en effet, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'en analysant par imagerie nos cellules de NK de donneurs sains ou de patients sur des couches d'IKEM1, donc là c'est vraiment des couches de plastique cotées avec de l'IKEM1, et on regarde la mise en place de la synapse, et bien on s'aperçoit que la taille de la synapse elle est beaucoup plus faible pour les patients. On a aussi des synapses qui sont beaucoup plus rondes, donc c'est-à-dire peu étalées. Et puis malheureusement, on n'a pas d'activation de l'intégrine et l'EPHA1 qui va augmenter l'affinité pour IKEM1 et permettre cette stabilisation de la structure. Et on a pu prouver la même chose en cytométrie de flux. Alors, pourquoi est-ce que ça se fait mal? En fait, encore une fois, on en revient au récepteur CD226 qui a été montré dans le passé comme interagissant avec LFA1. Et on avait même nous aussi travaillé en 2020 sur l'importance de CD226 sur les T cette fois pour ouvrir LFA1 et interagir avec les cellules cibles. Et bien là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en effet, chez les patients, malheureusement, la perte de CD226 semble être à l'origine de cette faible activation d'LFA1 et en effet ce synapse un peu défectueuse, parce que chez les patients, si on prend nos cellules qui sont CD226, CD16 positives, ben finalement elles ne le font pas trop mal, c'est juste que finalement on a beaucoup plus de cellules qui ne le sont pas. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne le sont pas? Ben, nous on a quelques pistes d'études, mais on n'a pas de résultats extrêmement clairs sur ça. Toutefois, comme je vous l'ai dit, le point commun de ces NK de patients, c'est leur côté très inflammé, donc elles ont beaucoup de pathways en rapport avec des voies inflammatoires. Et notamment beaucoup de voies en rapport avec les TLR, avec le TNF signaling, avec NF-κB et avec les interférons aussi. Et en effet, lorsqu'on regarde, on a pu générer une signature à partir de ces clusters 4 et 3 de patients. Et elle différencie très bien, que ce soit dans le sang ou dans la moelle, les NK de patients versus les NK de donneurs sains. Donc il y a un vrai caractère inflammé, on va dire, de ces NK de patients. Maintenant, est-ce que c'est à l'origine de ces dysfonctions? Là, c'est des choses qu'on ne sait pas encore. C'est vrai qu'il est connu que le myélome est connu pour être une tumeur extrêmement inflammatoire avec beaucoup de cytokines relarguées, notamment impliquées dans le crosstalk entre les myélomes, des cellules stromales qui permettent leur survie, notamment l'IL6, le TNF, l'IL1β sont très produits et pourraient participer en effet à ces dysfonctions. Dans le passé, nous, on avait pu montrer notamment que l'IL18 était très exprimé dans le sérum des patients et que les patients avec un très fort niveau d'IL18 avaient une survie plus faible que les patients avec un faible niveau d'IL18. Et dans le modèle murin, l'IL18 était critique pour la mise en place de la tumeur, notamment parce que finalement, cette IL18 est capable de stimuler la génération de MDSC, donc cellules myéloïdes suppressives. Et chez les patients, il y a une vraie antinomie entre les cellules myéloïdes suppressives et les clusters de lymphocytes cytotoxiques. Donc on se pose la question si potentiellement ces cytokines-là ou éventuellement l'IL18 pourraient jouer un rôle aussi malheureusement dans cette capacité à inhiber la cytotoxicité des cellules NK. Alors donc pour un peu, on va dire, résumer tout ce que je vous ai montré là au niveau moléculaire sur ces cellules NK de patients, qui est globalement aussi, je dois vous le dire, assez valable pour les CD8, parce qu'on a fait pas mal d'études aussi sur les lymphocytes CD8+, qui montrent globalement un rôle clé de CD226 dans la réorganisation du cytosquelette d'actine, l'ouverture de l'LFA1. C'est le cas également pour les cellules NK. Les cellules NK ont toutefois besoin de retrouver leur ligand de stress ou de réagir à l'anticorps anti-CD38 via l'intermédiaire du CD16. Mais toute cette inflammation chronique présente dans la moelle des patients est possiblement à l'origine d'une baisse de l'expression de CD226 notamment, mais également d'autres messagers intracellulaires impliqués dans la signalisation. Et ceci va diminuer donc la capacité de ces cellules à interagir et à réagir avec les cellules tumorales. Alors en termes d'impact sur le devenir clinique des patients, on s'est intéressé à l'étude de l'IFM 2009, qui est globalement une étude où on va avoir classiquement une trithérapie, donc IMID, inhibiteur du protéasome et glucocorticoïdes.
et une greffe ou non, mais là c'est pas trop c'était pas l'objet de cette étude particulièrement. Donc la randomisation greffe pas greffe était finalement peu importante dans ce qu'on a regardé. Par contre, ce qu'on a regardé, nous, c'est la fréquence des NK, et on a été relativement étonnés, mais bon, d'autres études l'ont montré également, que les patients myélomes ont plutôt plus de NK que la moyenne. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. La plupart du temps, on s'attendrait plutôt à avoir une dysfonction de nombre, mais non, les NK de patients sont en plus grand nombre que les NK de donneurs sains. Et paradoxalement, une haute fréquence de NK était associée à un mauvais pronostic chez les patients. Donc ça, c'est assez étonnant. Alors, en effet, quand on regarde les NK de patients, comme je vous l'ai dit, ils sont plutôt CD226, CD16 négatives, à contrario des donneurs sains pour lesquels finalement la plupart de ces cellules sont double positives. Et c'est probablement aussi un facteur important dans cet effet néfaste des NK chez les patients, puisque les patients avec un fort niveau de CD16 226 négative ont en effet une survie, une overall survival qui est moins bonne que les patients avec un faible niveau de CD16 226. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est que ces deux paramètres ne sont pas liés l'un et l'autre. Et donc, on peut utiliser ces deux paramètres, que ce soit la fréquence de NK et leur proportion de CD16 226 négative, pour stratifier les patients. Et dans la cohorte IFM 2009, donc cohorte traitée chimiothérapie, inhibiteur de protéasome avec donc imide et dexaméthasone, et bien finalement, on va avoir une bonne stratification des patients, avec les patients du coup qui ont des NK CD16 226 low en très faible fréquence, et eux vont aller très bien. Donc globalement, ceux-ci semblent avoir une normalisation des NK, alors que ceux qui ont un très fort niveau de CD16 226 low vont plutôt finalement mal évoluer. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. On a regardé un peu dans les anti-CD38, mais ce sont des résultats préliminaires, un peu trop préliminaires à mon sens, si ce n'est que pour vous dire que l'anti-CD38 diminue drastiquement les cellules NK. Ça, c'est vraiment une évidence claire et nette. Et ça change aussi beaucoup leur phénotype, puisque finalement, l'anti-CD38, donc chez les patients traités dans un essai clinique là, qui est actuellement en cours d'étude, finalement, on perd tous nos NK cytotoxiques au profit donc, de NK plutôt CD56 bright, avec une diminution drastique du nombre, mais également un changement important de leur phénotype. Donc on essaye de comprendre finalement comment ceci peut impacter les traitements. Ce sera l'occasion d'ailleurs de peut-être revenir discuter avec vous dans quelques mois de ces résultats, puisque ça semble y avoir une différence de type de NK en fonction de la réponse ou non au traitement. Voilà, donc je voulais donc vous remercier, puis remercier bien sûr tous les membres de mon équipe. Voilà, beaucoup de personnes travaillent sur ces projets translationnels autour des cellules NK, mais pas que. Et bien sûr tous les donateurs, en effet, sans qui ce type de recherche n'est pas faisable, et tous les collaborateurs aussi au CRCT et dans le monde. Et je vous remercie pour votre attention. Oui, j'essaie d'aller vite. Alors, c'est une super bonne nouvelle que les NK soient à ce point perturbés par la présence du myélome, parce que si le myélome se met toute cette peine pour diminuer leur activité, c'est que il les craint. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y a un moyen de, entre guillemets, réveiller ces NK, soit par des chimiothérapies qui augmenteraient les molécules de stress sur le myélome? Puis il y a des modèles comme ça qui montrent que le doxorubicine augmente l'expression de DR2, le trametinib, celui du ligand NKp46. Donc est-ce qu'il y a des moyens d'augmenter la reconnaissance du côté de la cellule, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens, je pense des cytokines ou des moyens proches de ceux que nous on utilise pour réveiller les NK directement? Oui, c'est une question extrêmement intéressante. Y a-t-il une place, finalement une question presque un peu philosophique, y a-t-il une place pour les cellules NK dans les immunothérapies du myélome? Je crois que, parce qu'aujourd'hui, nous, on est très avancé sur les T avec les anticorps bispécifiques, les CAR T-cells. Mais il y a en effet un développement d'outils pour les NK. Moi, je pense, oui, qu'il y a une vraie place. Premièrement, je crois que globalement,
on l'a dit aussi, la demi-vie d'un NK elle est quand même relativement courte. Donc finalement, quelque part, on essaie notamment de déterminer si, lorsque la maladie disparaît, si finalement il y a quand même une sorte de restauration des fonctions NK. Et je pense que ça peut être le cas. Donc je pense que cette inflammation chronique est quand même aussi à l'origine de ces dysfonctions. Donc si on arrive à pouvoir bloquer cette inflammation ou à la rendre aiguë, parce que finalement, quelque part, le problème, en fait, c'était un peu ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de signal de priming dans les cancers. Moi, je crois que dans le myélome, il y en a quand même, mais il y en a à bas bruit. C'est-à-dire qu'il y a probablement, en effet, pas mal d'ADN relargué, peut-être l'activation un peu de PDC et d'autres types cellulaires qui vont conduire à une production de molécules inflammatoires dont le myélome semble aimer, que le myélome semble se nourrir de ça, mais c'est pas suffisamment fort pour finalement faire typer la balance du côté de la cytotoxicité. Donc en effet, faut probablement essayer d'induire une inflammation plus aiguë, voire éventuellement pouvoir donner aussi, je pense notamment à ce que développe Innate Pharma sur les enquêtes avec de l'IL-15. Je pense qu'en effet, un des moyens de réveiller une cellule NK, c'est aussi de stimuler avec de l'IL-15 à forte dose. Donc ça, c'est une possibilité. Je pense aussi que les patients, vu qu'ils ont beaucoup de NK quand même, ils en ont toujours des NK fonctionnels. Donc, utiliser aussi des moyens plus spécifiques de rediriger, c'est aussi parce que là, finalement, l'anticorps monoclonal nu, il est finalement pas assez à fin, pas assez efficace. Mais un anticorps bispécifique dirigé contre un DINEM, contre un NKG2D, contre un CD16, potentiellement, ça peut être efficace. Rajouter un petit bonbon pour améliorer, et je pense qu'on a potentiellement une arme puissante. Il y a la greffe aussi, nous, dans le myélome. On est des greffeurs aussi, et notamment l'IFM greffe énormément, enfin tous les protocoles aujourd'hui greffent. Donc je veux dire, c'est peut-être aussi un bon moment de réveiller les cellules NK, cette greffe autologue. Nous, c'est pas hétérologue, c'est une greffe autologue, où on va avoir une reconstitution d'un pool un peu plus nouveau. Et là, ça peut être le moment aussi d'agir, d'interférer avec ces phénomènes de dysfonction. Merci beaucoup. Je ne vais pas poser de questions supplémentaires, c'est parce que je vois qu'il est déjà tard et que. Mais si nos étudiants, nos internes ont éventuellement une question à poser, non. Après, si les gens ont des questions. Bruno. Jeune Bruno. Non, juste, est-ce qu'il y aurait une possibilité de dépléter les NK inflammatoires? Donc, en d'autres termes, est-ce que tu as regardé parmi les DEX s'il y avait des DEX qui pourraient coder pour les protéines membranaires et qui pourraient constituer des cibles? Parce que, en plus de la solution d'envisager de reprogrammer les NK de telle sorte à ce qu'ils deviennent plus killers et qu'éventuellement ils soient cytotoxiques vis-à-vis des cellules de myélome, mon idée serait plutôt de dépléter les NK inflammatoires et qui pourraient peut-être avoir un impact immunosuppresseur quelque part dans le micro-environnement du myélome. Alors, la première question, c'est est-ce que tu as vraiment identifié des marqueurs spécifiques pour dépléter ces cellules? La réponse est plutôt non. Par contre, j'adhère à l'idée un peu paradoxale, mais c'est vraiment le paradoxe du myélome aussi. C'est vraiment une pathologie assez particulière. Aujourd'hui, quand on regarde entre un LC donor, un MGUS, un smoldering, qui sont les stades prémalins, et un stade de newly diagnosed de myélome, une des caractéristiques, c'est l'augmentation de lymphocytes cytotoxiques, que ce soit des CD8 ou des NK. Finalement, on a une accumulation de cellules cytotoxiques qui peut-être favorise ce caractère inflammatoire pro-tumoral, puisque finalement, ils ne sont pas suffisants pour détruire la tumeur, mais par contre, ils l'aident d'une certaine manière. Et donc, on peut imaginer que peut-être, avant une immunothérapie, dépléter ces cellules qui, globalement, ne servent qu'à la tumeur et ne servent pas à la détruire, parce que finalement, il y a un effet dominant négatif qui est extrêmement fort. C'est sûr que quand tu vas rajouter un CAR-T, tout l'IL-15 qui est consommé par ces CD8 ou par les cellules NK, il ne va pas bénéficier finalement au CAR-T. Donc, c'est sûr que ça fait une sorte de poids mort dont on aurait envie de se débarrasser. Et peut-être qu'un des effets très bénéfiques de la greffe, justement, encore une fois, se situe là, dans cette déplétion transitoire, en tout cas, de ces cellules. Malheureusement, j'ai un peu l'impression qu'ils reviennent. Mais voilà. Donc, mais
Mais paradoxalement, peut-être les enlever pour en rajouter. C'est un peu le principe de tout ce qui est en thérapie de cellulaire adoptive. On fait vraiment du vide pour pouvoir injecter les cellules, les bonnes cellules. Donc oui, essayer de trouver un moyen de les dépléter, ça peut être une piste. Aujourd'hui, on n'a pas de récepteur clair et net qui les différencierait. Ils sont plutôt un peu négatifs pour beaucoup de choses, en fait. C'est ça qui est un peu ennuyant. Et dans tes modèles murins, là, notamment dans le modèle glycémique, tu as pu observer aussi des NK avec un profil très inflammatoire, comme tu vois là chez les patients, ou pas du tout? Pas aussi fort que ça, honnêtement. Pourquoi? Parce que le principe de ce modèle murin, c'est que souvent c'est un peu rapide comme prise. Par contre, on a quand même une modification du paysage avec des NK plutôt typés un peu ILC qui se développent, qui ressembleraient un peu aussi à ces NK un peu bone marrow resident. Donc il y a également une augmentation des NK dans ce modèle-là. Donc c'est assez étonnant en effet d'avoir. On a l'effet un peu anti-tumoral du départ des NK. Puis on a un peu l'impression qu'ensuite les NK pourraient jouer un rôle plutôt favorisant la croissance de la tumeur. Donc je pense que c'est peut-être aussi, on sait notamment que les NK dans la cavité utérine jouent un rôle aussi dans le rejet du fœtus. Donc en effet on peut avoir des caractères un peu plus immunosuppresseurs des NK. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de creuser là actuellement dans le modèle murin. On fait du single cell aussi sur ça. Merci Ludo. Merci. Bon, merci beaucoup. On va conclure cette belle soirée sur les lymphocytes NK. dont j'ai retenu donc c'était des cellules Plouc. Et ce dialogue de Plouc entre le myélome et puis on va dire plutôt les LAL était vraiment très intéressante pour nous tous. Donc je voudrais vraiment remercier Ludovic Martinet d'avoir accepté de participer à cette session et puis Michel Duval également d'avoir accepté de nous donner un dernier talk avant de repartir à Montréal sur ce sujet. J'espère qu'il y avait du monde un peu en... Donc 18 personnes en distanciel et puis ici petit à petit un petit peu plus de monde. En tout cas, merci à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Puis merci beaucoup à tous les deux. Merci. Mais voilà. Les ploucs ont l'air très intéressants. Merci. Merci.